Bonjour à toutes et à tous, c'est l'Info du Vrai. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre docu-news intitulée aujourd'hui « Hacker braqueur ». Ransomware, rançongiciel, un mot aussi barbare en anglais qu'en français pour désigner une nouvelle forme de criminalité. Vous aurez compris qu'il s'agit de la prise d'otages numérique, informatique. Nous sommes tous concernés à distance par un simple mail. Les hackers introduisent un virus informatique dans votre ordinateur. Ils infectent votre système, mettent la main sur vos documents administratifs, relevés bancaires, contrats, photos, bref, toutes vos archives et tous vos projets en cours. L'antidote ne sera livré qu'en échange d'une rançon. Ces maîtres chanteurs s'en prennent aux particuliers, comme vous et moi, mais aussi aux entreprises, aux municipalités et pourquoi pas à l'État, aux armées ou aux centrales nucléaires. Ils n'ont donc aucun scrupule puisqu'ils ont déjà attaqué plusieurs de nos hôpitaux en pleine pandémie. Comment se protéger? Comment les neutraliser? Voici donc les hackers braqueurs. C'est le titre de notre docu-news réalisé par Cécile Bartoli, Louis Sibyl et Revka Pajot-Papin avec Michael Journeau. Ils entrent sans effraction dans nos serveurs, nos ordinateurs et nos téléphones. Alors c'est un message qui est terrible, tout votre système a été hacké et crypté. Et là on est sur plus de 10 millions d'euros aujourd'hui en fait d'impact. Ils ciblent particuliers, entreprises, hôpitaux et toute institution sans distinction. S'attaquer à un hôpital, voilà, pour moi c'est pas du piratage informatique, c'est un acte criminel extrêmement grave. Ce sont des maîtres chanteurs, spécialistes de l'extorsion de fonds sur Internet. Certains acteurs font l'objet de demandes de rançon et donc il y a vraiment une criminalité qui est en train de s'organiser. Cette menace est extrêmement sérieuse. C'est assimilé clairement à un système mafieux, sauf qu'aujourd'hui c'est dématérialisé et c'est dans le monde finalement cyber. En quelques clics, nous devenons les otages de ces hackers braqueurs. Le 15 janvier dernier, les habitants d'Angers partent travailler, comme si de rien n'était. Ils ignorent encore qu'un cheval de Troie invisible et silencieux s'est introduit dans la ville. C'est seulement tard dans la soirée que le maire Christophe Béchu découvre l'attaque. Dans la nuit de vendredi à samedi, pour être précis, quelques minutes avant minuit, mon directeur de cabinet m'appelle pour me prévenir que mon compte Twitter personnel a été piraté, que ma photo de profil a été remplacée par une main tatouée, que mon nom est remplacé par une inscription apparemment en turc ou en tout cas dans une autre langue. Et puis pendant la nuit, on a une cyberattaque qui cette fois-ci vise la collectivité et en milieu de matinée le lendemain, on m'annonce qu'on est obligé de couper l'intégralité de nos services informatiques pour éviter une propagation de la cyberattaque qui est en train de chiffrer, de crypter l'ensemble des données de la collectivité. Voilà comment tout ça a commencé. Le lendemain, aux premières heures du jour, le serveur principal de la municipalité est tombé. 300 ordinateurs sont neutralisés. C'est le blackout complet. L'écran noir à tous les étages. Privée d'informatique, la mairie est ramenée 50 ans en arrière, à l'âge du papier. Hélène et ses équipes réadaptent en urgence l'accueil. On a commencé par faire le point sur tout ce qu'on pouvait faire encore. Et quand on s'est aperçu en fait qu'on pouvait encore faire pas mal de choses, bon voilà, on s'est mis en ordre de marche. Les équipes ont été vraiment source aussi d'idées, d'organisation. Enfin voilà, il y a des choses qui ont émergé. Vous allez pouvoir patienter en zone d'attente. On va venir vous chercher, monsieur. Ok, merci. Mais je vous en prie. D'habitude, sur les écrans que vous voyez ici, il y a donc les numéros d'ordre qui sont donnés par les collègues ici dans la banque d'accueil. L'usager a un numéro et ensuite il est appelé quand un guichet l'appelle. Il sait où se diriger ensuite. Là, il n'y a plus rien. Donc du coup, on a réinventé un système dans lequel ensuite on a des tickets de couleur sur lesquels on a mis des numéros qui permettent ensuite, par d'autres collègues qui sont ici, d'appeler les usagers en fonction de la couleur de leur ticket et du numéro du ticket. Le ticket blanc, numéro 22. Les jours, puis les semaines passent, sans que la commune ne reprenne le contrôle de son système informatique. La résistance des Angevins est mise à rude épreuve. Ça sera juste ici au guichet numéro 4 avec ma collègue. Je vous en prie. Depuis la cyberattaque, le monde fonctionne au ralenti. Je
voulais avoir un justificatif d'état civil. Oui. Votre acte de naissance? Un acte de naissance, oui. D'accord. Je vais vous le chercher, j'arrive, donc je vais dans les registres. Oui. Vu que là on n'a plus d'informatique, je suis obligée d'aller chercher dans les registres et faire des photocopies. Donc ça va prendre un petit peu de temps. À tout de suite. Désormais, c'est le parcours du combattant. Retour aux années 80 pour le personnel administratif. 23, 28, par contre je le trouve pas, comme ça. Mélanie recherche à l'ancienne, dans les états civils originaux. Oui, c'est compliqué, ça met du temps. C'est pas que c'est dur, mais par contre, à la fin de la journée, quand on manipule ça sans arrêt, on se rend compte que dans le temps... Donc maintenant qu'on a trouvé l'acte, on va aller faire des photocopies. Tout arrive aussi par fax. Donc c'est compliqué, il y a énormément de demandes. C'est là qu'on se rend compte qu'informatiquement, ça va très vite. Et là, quand on fait tout à la main, c'est très long. Donc massicot pour rendre l'acte présentable. Voilà. Voilà, et après il ne reste plus qu'à signer, ranger le registre. Mélanie a mis plus d'une dizaine de minutes à récupérer l'acte, contre 30 secondes habituellement. Et voilà l'acte. Comme Angers, Marseille, Annecy, Chalon-sur-Saône, de nombreuses villes ont été piratées ces derniers mois. J'ai lu dans la presse, Mérignac, au moment de Noël, La Rochelle. Mais vous vous dites sincèrement, hein, ça n'arrive qu'aux autres. Ils ont dû pas faire attention. Je vous le dis vraiment très sincèrement. Le jour où ça vous arrive, et que vous réalisez les conséquences et l'ampleur, votre regard change. Depuis 10 jours, j'en parle à mes collègues. Et je sens au ton de leur voix qu'ils sont dans la même attitude que celle dans laquelle j'étais il y a 6 mois. C'est-à-dire à se dire, les pauvres, mais sans doute qu'ils n'ont pas fait attention. Sans doute que chez moi, ça ne peut pas arriver parce que mon directeur informatique, il est très rassurant sur la manière dont ça fonctionne. Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne mesurez pas les contraintes et la somme des difficultés que ça génère. Encore plus quand vous mettez vos collaborateurs en télétravail à cause du Covid et qui sont impactés à 100% par l'impossibilité de se connecter dans le cadre de ce souci. Le maire aurait pu débloquer la situation. Il lui suffisait de payer la rançon exigée par les hackers maîtres chanteurs. À aucun moment vous vous êtes dit il faut payer la rançon? Ah non, à aucun moment. Et je vais vous dire, je n'ai même pas eu la curiosité de demander le montant. C'est pas une option parce que sinon vous encouragez la perpétuation d'un système. Une menace de plus en plus grande plane sur le monde numérique, celle des rançongiciels. Quand un employé clique par erreur sur un email piraté, ces logiciels malveillants s'infiltrent dans le système informatique et chiffrent l'ensemble des données qui deviennent inaccessibles. Pour les récupérer, les braqueurs demandent le paiement d'une contrepartie. Une prise d'otage 2.0, peu risquée et très rentable. Ce type d'attaque a été multiplié par 4 en un an. Les hackers frappent sans distinction les villes, les entreprises et même les hôpitaux. Les cyberattaques sur les hôpitaux à la une ce soir. Dax, Villefranche-sur-Saône. Pourquoi ces cibles? C'est une autre épidémie à laquelle font face les hôpitaux français. Les cyberattaques, elles sont de plus en plus nombreuses. L'hôpital tourne au ralenti. Il n'y a plus d'ordinateur, c'est papier et stylo. Conséquence, l'activité opératoire est réduite au minimum. Lundi 22 février, le ministre de la Santé et le secrétaire d'État au numérique se rendent au chevet de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Une semaine auparavant, l'établissement a été victime d'un rançongiciel. Ça commence à quel moment? En pleine nuit, en pleine journée? 4h30 du matin. 4h30 du matin. Ouais, et monsieur Amani, qui était directeur d'astreinte et qui est comme il est notre directeur du système d'information, a pu arrêter tout immédiatement. Comment vous avez fait la nuit? Enfin, comment les collègues qui étaient là ont fait la nuit? Plus d'ordi, plus de logiciel? Dès qu'on sait, voilà, ça y a un problème grave, on se met en position
de survie, j'allais dire, c'est pas le bon mot, mais enfin, en mode dégradé. Vous avez derrière les systèmes, des papiers avec les noms des patients, les box où ils sont installés, la localisation, on a refait l'architecture, et puis ce matin, quand on est arrivé, on a refait tous les papiers sont dans une salle, et puis on les imprimé. En fonction du nombre d'exemplaires qu'on suspecte avoir besoin. Depuis l'attaque, dans les couloirs de l'hôpital, il règne un calme inquiétant. Ça coince dans tous les services. On a mis en place un système de redirection des urgences par l'objet des pompiers et du SAMU qui font que pour l'instant, on n'a plus de venus par le SAMU ou par les pompiers. Mais malgré tout, l'hôpital, on a l'impression qu'il ne tourne pas, mais l'hôpital tourne avec tous les patients qui sont pris en charge comme habituellement. On a ralenti les blocs opératoires, donc seuls les blocs en urgence sont maintenus, mais sinon l'hôpital tourne et on continue de prendre en charge des patients. Mais sans ordinateur, plus d'accès au planning informatisé et à l'agenda des consultations. Beaucoup de rendez-vous sont annulés, laissant les familles des patients dans l'inconnu. Mon mari, il est impacté du fait où il se rend compte que c'est compliqué pour les équipes. Là, il a d'autres examens à passer et manifestement, c'est une clinique privée qui va permettre la réalisation des examens pour dépanner le centre hospitalier. Oh, ça ralentit tout, ça a tout bloqué, quoi. Parce qu'avant, je pouvais avoir de service pour avoir des nouvelles, maintenant, on ne peut plus rien avoir. Donc, depuis lundi, quoi, depuis qu'il y a eu cette attaque, là. Donc, même en tant que famille, c'est inquiétant. Ah ben, c'est plus qu'inquiétant, là. On fait vraiment du mauvais sang, quoi. Pour moi, c'est un acte, entre guillemets, terroriste. Faut dire ce qui est, hein. En pleine crise comme ça, se faire attaquer, c'est pas normal. Dans un hôpital, le virus informatique se propage comme un incendie. Il détruit tout sur son passage. Des urgences aux salles d'opération, en passant par l'imagerie médicale, tous les services sont touchés. Et la vie des malades est en danger. Rouen, Narbonne, Dax, au total, 27 centres hospitaliers ont été piratés en 2020. En pleine pandémie, l'hôpital sous tension est une proie facile pour ces criminels sans pitié. Ils comptent sur la vulnérabilité de ces établissements vitaux pour parvenir plus vite à leurs fins. Afin de contrer ces pyromanes du net, la France s'est dotée d'une brigade de cyberpompiers. Dans cette malle, des serveurs, des portables, tout le matériel nécessaire pour sauver un hôpital en détresse. Ces cyberpompiers sont membres de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. En cas de lourde attaque, ils viennent éteindre l'incendie. Que ce soit un établissement de santé ou autre, les équipes informatiques et de communication n'ont pas forcément l'habitude. Et donc nos équipes vont les accompagner pour comprendre ce qui s'est passé, parce qu'évidemment, pour éviter que ça se reproduise, il faut quand même avoir un minimum de compréhension de ce qui s'est passé, les accompagner pour reconstruire leur réseau avec un niveau de sécurité suffisant pour que ça ne se reproduise pas. Et puis une partie qui est très importante, c'est effectivement aussi peut-être les accompagner dans leur gestion de crise, prioriser les actions, une partie aussi communication qui peut être importante, où on peut les appuyer sur la communication de crise, etc. L'agence a été créée en 2009, après une prise de conscience par le gouvernement des menaces qui planaient sur l'environnement informatique français. Dans les locaux parisiens de l'ANSSI, un standard permet 24 heures sur 24 de répondre aux institutions, aux entreprises ou aux particuliers hackés. Est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de votre société, s'il vous plaît ? L'an dernier, 2287 signalements de piratage ont été comptabilisés. Est-ce que vous pouvez me décrire l'incident qui est en cours, s'il vous plaît ? Alors, nous allons vous envoyer tout de suite sur votre adresse mail privée les recommandations, ainsi qu'un formulaire concernant les rançongiciels, afin de connaître au mieux l'impact qui vous touche. En 2020, l'ANSSI a traité 192 attaques par rançongiciel. À chaque fois le même conseil, ne jamais céder aux ravisseurs. Le fait de payer de la rançon ne vous garantit pas le fait que vous récupériez vos données. Il y a des attaquants qui typiquement donnent les moyens de retrouver qu'une seule partie des données et qui après vont demander plus d'argent pour récupérer la fin. Le troisième point qui va être important, c'est qu'on entretient en fait un cercle vicieux en donnant des moyens à ces groupes-là de continuer à mener ce genre d'attaque, de devenir encore plus dangereux
et on entretient cet écosystème criminel et on risque en fait de leur donner les moyens de faire de nouvelles victimes à l'avenir. Mais refuser de payer une rançon a aussi un prix, parfois très lourd. L'un des fleurons de la lingerie française a failli ne pas se remettre d'une cyberattaque qui lui a coûté plus de 10 millions d'euros. Le jour de la frappe, Olivier Piquet, directeur général de Lise Charmel, réalise très vite l'ampleur de la catastrophe. Alors c'est un message qui est terrible parce que c'est bonjour Lise Charmel et le plaisir de vous dire que tout votre système a été hacké et crypté et que toutes vos données en fait sont disponibles en fait sur le web et que vous devez prendre contact avec une adresse là qui est notée sur Proton Mail pour justement ensuite avoir le montant en fait de la rançon. Tout d'un coup finalement plus personne ne peut travailler. Donc tout le monde appelle l'informatique, ça marche pas et ça va remarcher quand. Et le sujet c'est ça va remarcher dans 1 heure. Et en fait non, ça va pas remarcher dans 1 heure, ça va remarcher dans des semaines et voire des mois en fait après. Panique généralisée à tous les niveaux de l'entreprise. Car sans ordinateur, c'est toute la chaîne de production qui est à l'arrêt, à commencer par la création. Je vais vous présenter en fait Sophie, qui lors de l'attaque a eu son poste également crypté exactement comme celui qu'on vient de voir, et bien qui lui a obligé en fait à arrêter immédiatement en fait tous ces travaux de création et de réalisation de produits. Tout est sur l'ordinateur, donc les broderies sont faites sur l'ordinateur avec des contacts avec le fournisseur qui viennent en permanence, et très rapidement on travaille des patronages donc sur l'ordinateur avec des logiciels spécifiques. Et vous avez eu peur de les perdre définitivement? Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Parce que ce sont des années et des années d'expertise que nous avons sur ces logiciels. La société a fait appel à des spécialistes. Après des semaines de lutte acharnée, les informaticiens ont finalement pu récupérer les modèles et les patrons. Je vous laisse essayer tranquillement les trucs. Vous avez besoin de moi. Dans les boutiques aussi, il a fallu gérer la crise. Les vendeuses ne pouvaient plus encaisser par carte bancaire. Une situation d'autant plus difficile qu'elle est impossible à expliquer aux acheteurs. Moi, je me mets à la place d'une cliente qui arrive, je le suis moi-même évidemment ailleurs. Si on me dit que l'endroit où je vais faire mes courses est victime d'une cyberattaque, forcément je me pose la question de savoir, tiens, je suis dans le fichier client, ils ont déjà enregistré ma carte à plusieurs reprises, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Est-ce que je ne vais pas être aussi, moi, contaminée via les emailings qu'on m'envoie, par exemple, etc., etc., ou même mes propres données? Les fichiers clients de l'entreprise ne se sont pas échangés sur le dark web. Une des rares consolations pour le patron de Lise Charmel. Olivier refuse de laisser sa société mourir des suites de l'attaque. Il se bat depuis plus d'1 an pour que son entreprise retrouve un équilibre financier. On a dû, en plus, je dirais, du redémarrage en fait, de la cyberattaque, gérer aussi ces phénomènes, donc d'avoir effectivement à rassurer pendant des mois, de montrer qu'on avait été victime de ça, mais qu'on allait s'en sortir et qu'on était en train de s'en sortir. Et puis il y a toute la discussion qui dure depuis des mois et qui n'est toujours pas terminée. Le point en fait assurance, on n'est toujours pas indemnisé, oui, on est plus d'1 an après. Et aujourd'hui, on n'a touché qu'une toute petite partie en fait, de l'indemnisation. Et ça, l'entreprise, elle a bien à le supporter. Face aux dettes qui s'accumulaient, le tribunal de commerce de Lyon a mis Lise Charmel en redressement judiciaire. Olivier Piquet espère sortir définitivement de ce cauchemar courant 2021. En France, une entreprise sur 5 aurait été piratée. De la petite TPE aux grandes sociétés comme Bouygues ou Fleury-Michon. Très peu de plaintes aboutissent. Les pirates informatiques sont souvent à l'abri, cachés à l'étranger, par-delà les nouvelles frontières virtuelles du crime organisé. Pendant longtemps, on les a même crus hors de portée juridictionnelle. « 26 janvier dernier, à Kharkiv en Ukraine. Des cyberpoliciers forcent l'entrée d'un appartement délabré. À l'intérieur, la police ukrainienne découvre un véritable arsenal informatique. Des cartes mères et des serveurs
contenant des centaines de milliers de données. Le matériel saisi aurait servi au fonctionnement du logiciel le plus malveillant de la planète, Emotet. Depuis 2014, ce cheval de Troie s'est infiltré dans plus d'1,5 million d'ordinateurs à travers le monde. Il aurait provoqué plus de 2 milliards de dégâts, en facilitant notamment les attaques par rançongiciel. Ce démantèlement spectaculaire n'a pu se faire que grâce à la coopération internationale de 8 pays, dont la France. Emotet, nous avons des enquêtes qui durent depuis plusieurs années, qui ont abouti petit à petit à monter cette coopération, à vraiment approfondir techniquement les recherches, à mélanger les compétences et cartographier de manière commune l'infrastructure. Et une fois que cette infrastructure a été cartographiée, elle a été surveillée, et ensuite elle a fait l'objet de recherches pour identifier la meilleure posture pour pouvoir le démanteler. Dans l'appartement perquisitionné, des dizaines de lingots d'or et des liasses de billets. De l'argent qui alimenterait tout un système mafieux. Ces cybercriminels n'ont plus besoin d'armes pour braquer la société. On n'a plus besoin de prendre un flingue. Il suffit d'avoir une petite connaissance de l'environnement cybercriminel et d'activer leurs compétences ou de les acheter. Et on rapporte plus d'argent et on prend moins de risques dans un premier temps avec cette action-là que d'aller monter au braquage. Je pense qu'à un moment donné, il faut donner des signaux parce que c'est vrai que les réseaux cybercriminels ont joué de cette espèce de mystère, de nébuleuse, de pseudo-protection qui leur a permis d'être restés à l'ombre. Et au final, une fois de plus, ce sont des individus à qui on donne des signes très clairs en disant, vous voyez, on peut vous trouver, on peut vous arrêter. Vous allez en prison en Ukraine, vous allez en prison en Russie, vous allez en prison ailleurs. Mais vous serez arrêté. Adrien est un hacker, virtuose du clavier depuis son adolescence. Sa passion, s'introduire dans les serveurs des entreprises, y trouver des failles. Mais lui ne risque pas la prison. Ce chasseur de bugs pratique le bug bounty, un concept venu des États-Unis. Les entreprises disent « Ok, finalement, plutôt que d'aller revendre les données que vous cherchez ou d'utiliser les failles à notre rencontre, finalement, donnez-les nous et nous, on va vous récompenser pour ça. » Et c'est finalement potentiellement plus intéressant pour des hackers. En tout cas, c'est un moyen de leur dire « Ok, venez plutôt dans le bon sens, allez dans le bon sens plutôt que de se retourner contre nous. » C'est le côté obscur de la force. Adrien a choisi la lumière plutôt que le côté obscur de la force. Le hacker est devenu chasseur de primes. C'est une certaine fierté finalement de se dire ok, ce que je fais aujourd'hui c'est légal, c'est autorisé, c'est encouragé par des entreprises, plutôt que d'aller sur un chemin qui est complètement illégal finalement et où on va certes on va se faire de l'argent, mais derrière faut pouvoir aussi dormir la nuit. C'est un autre état d'esprit en fait. La récompense minimale c'est 50 €. Et si on trouve une vulnérabilité critique, ça peut aller jusqu'à une récompense de 3 000 €. Donc, ce qui représente une prime qui est intéressante pour un attaquant. Et si on descend sur le programme, voilà. Là, en gros, on a la liste des cibles que Blablacar autorise et indique aux hackers, ok, vous avez le droit de nous attaquer sur telle cible. Et c'est uniquement sur ces cibles-là que vous devez trouver, en tout cas chercher des vulnérabilités et nous les remonter. Même l'État se lance dans le bug bounty. Il a fait tester son application Tous Anti-Covid par des hackers éthiques. Développer la cybersécurité, une priorité gouvernementale. Pour l'instant, ce marché représente 7 milliards d'euros. Emmanuel Macron veut aller plus loin pour mieux protéger le pays. Alors, le président a présenté un plan
de 1,3 milliard d'euros pour investir et augmenter notre niveau de préparation dans la cybersécurité. La France a un savoir-faire particulier dans la cybersécurité parce qu'il y a de très grandes entreprises comme Orange Cyberdéfense, comme Capgemini, comme Thales, comme Atos, comme Airbus qui sont très forts en cybersécurité. On a aussi de très belles startups qui sont en train d'émerger, mais on doit durcir et augmenter encore la vitesse d'accélération de ces acteurs de l'industrie parce que ce sont eux aussi qui, avec l'État, avec la recherche, vont nous aider à être mieux préparés face à la menace. Ce plan prévoit une meilleure prévention auprès des institutions, mais aussi des particuliers. L'année dernière, sur cybermalveillance.gouv.fr, qui est le site où se renseigner, où aller lorsque vous êtes victime, il y a plus de 84 000 personnes qui ont déclaré avoir été victimes d'une cyberattaque, ce qui est probablement un très faible pourcentage de la réalité. Et donc il faut que les gens se rendent compte qu'il y a des gestes barrières à avoir pour faire en sorte de ne pas être victime et que ces gestes barrières sont très simples. Une cyberattaque, ça commence la plupart du temps par quelqu'un qui a cliqué sur un lien ou qui a cliqué sur une pièce jointe. Et c'est le début des problèmes. Une erreur facile à faire. Les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Trop confiantes et dépassées par l'évolution permanente des technologies. Elles peuvent en un clic perdre leurs économies, leurs documents ou leurs souvenirs. On va peut-être trouver parmi vous des gens qui ont été victimes, sans le savoir, d'escroqueries, d'infractions. Et on sera là évidemment pour vous conseiller, et surtout pour vous rassurer. Dans l'Allier, une brigade spécialisée de la gendarmerie va de ville en ville informer cette partie de la population du danger qui la menace. Les retraités aussi peuvent rencontrer des maîtres chanteurs sur Internet. Votre ordinateur est bloqué. Si vous ne payez pas dans les 24 heures, vous perdez tout ce qu'il y a dessus. Premier ressort, donc ce côté urgent, on vous pousse à ne pas réfléchir, tout simplement, en coupant le temps, en prenant autant d'arguments possibles pour ne pas vous laisser le temps de réfléchir. Les anciens comme les plus jeunes peuvent aussi être les victimes d'un autre fléau, le chantage à la webcam qui fait des ravages. Il faut savoir qu'il y a des victimes qui vont jusqu'au suicide. Je prends l'exemple d'un jeune de 16 ans, va sur un site pornographique, pensant draguer quelqu'un de son âge. Et la personne en face de la cam lui dit « Écoute, c'est pas compliqué, je te trouve jolie, je te trouve très beau, je te propose quelque chose. Écoute, j'ai envie de toi, masturbe-toi devant la cam. » Qu'est-ce que fait le jeune? Malheureusement, il fait l'acte. La personne en face de l'ordinateur lui dit « Écoute, maintenant, c'est 300 € parce que sinon, je mets tout sur tes réseaux sociaux et je vais en informer ta famille. » 2 jours après, le jeune s'est pendu. Souvent par honte, les victimes n'osent pas franchir la porte de la gendarmerie. Il faut porter plainte, il faut porter plainte. Que ce soit 1 €, que ce soit une menace, que ce soit une attaque à la carte bleue, il faut porter plainte. Plus on aura un panel, de renseignements, plus on arrivera à déjouer justement ces pièges. De nos jours, les 2/3 des Français préfèrent payer une rançon aux cybercriminels pour ne plus être des otages virtuels. Un jackpot estimé à plusieurs millions d'euros. C'est le butin des hackers-braqueurs. C'était donc Hacker Braqueur, un docu-news réalisé par Cécile Bartoli, Louis Sibyl, Rêve Capajot-Papin et Michael Journeau. Très bon après-midi sur Canal. On se retrouve demain pour une info du vrai en direct.